Salut Internet. Aujourd'hui je vous présente une vidéo extrême où on va parler de choses extrêmes et plus particulièrement de villes extrêmement extrêmes. À voir si certains d'entre vous auront le courage de regarder cette vidéo et de se rendre ensuite dans tous les lieux dont je vais vous parler. En tout cas je connais quelqu'un qui aurait le courage d'aller dans tous ces endroits, c'est l'explorateur Dwayne Fields. Et si je vous parle de lui, c'est parce que la chaîne National Geographic, notre sponsor du jour, diffuse en ce moment la série documentaire 7 jours pour survivre, qui le met en scène dans des lieux aux conditions de vie extrêmes, le désert d'Oman, la jungle du Gabon, etc. Les 2 premiers épisodes sont déjà sortis et demain, au moment où sort cette vidéo, la chaîne va diffuser le dernier. Tout ça se passe dans le cadre de leur rendez-vous Destination Aventure que vous pouvez regarder tous les lundis à 21h. Et pour vous régaler un petit peu plus, la chaîne National Geographic diffuse également la série Alaska seul au monde dès le 24 avril. Et parce que je suis sympa, voici un petit avant-goût. Sur la chaîne National Geographic. Rien n'est écrit à l'avance sur les chemins de l'aventure. Il faut vaincre les difficultés. J'aime repousser mes limites. La peur, ainsi que la solitude et la douleur, pour écrire sa propre histoire. Il en faut du caractère pour vivre en Alaska. Retrouvez votre rendez-vous Destination Aventure tous les lundis à 21h sur la chaîne National Geographic. Bref, je vous en reparle à la fin parce qu'il est l'heure de commencer tout de suite notre vidéo générique. Des villes où les records de chaleur sont battus, il y en a beaucoup. Des villes qui sont considérées comme les plus chaudes du monde, il y en a aussi pas mal. Parmi elles, Jacobabad. Située au Pakistan, dans la province de Sindh, la ville, qui compte près de 200 000 habitants quand même, a connu un record de chaleur en 2022, pas moins de 51 degrés. À cette température, dites-vous, le corps ne transpire plus assez pour réguler sa propre température. Un beau signe pour dire que là, c'est peut-être un peu trop chaud les gars, comme condition de vie. Lors de la canicule de 2022 qui a sévi en Inde et au Pakistan, Jacobabad a enregistré une température moyenne de 43 degrés au mois de mai. Beaucoup d'habitants sont contraints de fuir les lieux pour trouver des endroits où il fait moins chaud. Pourquoi pas dans les villes les plus froides du monde du coup? Vous connaissez probablement Yakoutsk comme étant la ville la plus froide du monde. On est sur du moins 37 en moyenne en hiver. Et je vous parle pas de 4 mecs entassés dans une base scientifique random en Antarctique qui doivent subir quelques mois par an ce climat de l'enfer. Et je vous parle de plus de 340 000 personnes qui doivent pisser sur la serrure de leur porte d'entrée pour espérer pouvoir rentrer chez eux. Non, en vrai, je charrie parce que je ferais clairement pas le malin à leur place. Mais ce qui est vraiment dingue, c'est l'écart sur place entre les records de froid et de chaleur. En 2021, moins 52 degrés en janvier. 6 mois plus tard, 34 degrés, une variation de 86 degrés. Les changements de saison doivent être assez hardcore. Sinon, autre lieu, moins connu, tout aussi extrême, Aimiakon, à plus de 1500 km de là par la route à cause d'un giga détour. On est sur les mêmes données apocalyptiques que sa voisine avec un record de moins 68 degrés en 1933. Moins 68, c'est la température moyenne sur Mars. Pourquoi vous vivez là les gars? C'est pas normal. De plus extrême qu'une ville carrément interdite. Il y en a plusieurs dans le monde et pas toujours pour les mêmes raisons. Raisons touristiques par exemple. C'est le cas de Nazareth en Colombie ou de Malana en Inde. Mais les motivations de fermer les ports de la ville aux touristes sont par contre différentes. À Nazareth, tout au sud du pays, vivent les Tikuna et c'est eux qui ont interdit l'entrée à leur village aux touristes dans l'espoir de préserver leur culture et d'éviter la détérioration du lieu. À Malana, dans le nord de l'Inde, c'est un peu plus particulier car ce sont les dieux eux-mêmes qui ont exigé cette interdiction et plus particulièrement le dieu Jamlu. Ce dernier ne veut qu'aucun villageois ne loue sa propriété comme une maison d'hôte. Si certains osent transgresser ses paroles, une malédiction s'abattra sur eux. Alors là, ça rigole beaucoup moins, surtout pour les consommateurs de hashish, parce que Malana est très réputé pour, disons, sa fabrication maison. Et en parlant de production locale, en 1950, les États-Unis ont carrément créé la ville de Mercury dans le Nevada afin de développer un programme d'essai nucléaire. D'abord, c'était juste un camp militaire, et dans les années 60, Mercury est devenu une ville qui accueillait une dizaine de milliers d'habitants. Et entre deux calculs d'énergie atomique, ils pouvaient se rendre à la piscine, aller prier, poster du courrier et même faire un bowling. Sauf que Mercury était considéré comme une ville fermée, pour le dire simplement. Ça voulait dire que son accès était très restreint. Même encore de nos jours, quand j'ai voulu voir si je pouvais accéder à Mercury sur Street View, j'ai pas pu. Le point le plus proche est ici et honnêtement, on dirait un petit peu l'entrée de la zone 51, alors que de nos jours, c'est plus censé être une ville interdite.
En ville, le danger est partout. Un vélo qui surgit de votre angle mort, un piéton qui a décidé de malmener votre santé mentale ou une rébellion ovine qui s'organise, vous n'êtes à l'abri nulle part. Et justement, en parlant d'animaux qui imposent leurs lois, vous avez peut-être déjà entendu parler des gangs de singes qui terrorisent les habitants de la ville de Lopburi en Thaïlande. Les images sont impressionnantes et il y a même eu des morts en Inde, causées indirectement par ces guerres de clans. Mais moi je voulais vous parler d'un autre type de gang, tout aussi terrifiant. Donc je me sens obligé, petit trigger warning, je vais faire apparaître une image dans les prochaines secondes. Skippez là pour les plus sensibles vraiment d'entre vous, avancez de 10 secondes, je pense que ça suffira. Êtes-vous prêts? Voilà. Ça, messieurs, dames, ça, ce que vous voyez là, c'est la tête d'un accusé reconnu coupable de vandalisme et d'attaque groupée. Et je n'exagère pas. Il y a 2 ans, à Anchorage, en Alaska, le département de la pêche et du gibier de l'Alaska a publié un appel à la vigilance suite à l'attaque subie par plusieurs personnes et leurs animaux de compagnie par un groupe de loutres féroces. Des dispositifs ont été mis en œuvre pour retrouver le groupe mafieux. Mais l'histoire ne dit pas si les Peaky Otters ont été capturés. Et notez que cet étrange comportement n'est pas propre à l'Alaska. Un résident de Singapour a dû être hospitalisé suite à l'attaque d'une 20aine de loutres alors qu'il se promenait avec un ami dans le jardin botanique de la ville. L'homme a littéralement cru mourir et a été sauvé par son ami qui a réussi à faire fuir, je cite, les hooligans poilus. Morale de cette histoire, ne sous-estimez jamais ce qui est petit et mignon. Rejoindre Ounyanga Kebir, un petit village au Tchad, est compliqué, vraiment très compliqué. Il y a une route, donc vous pourriez me dire qu'il y a juste à l'emprunter, certes, mais livré à vous-même et aux insolations du désert tchadien, je vous cache pas que vous risquez de tirer un petit peu la langue. Non, vraiment, le meilleur moyen pour y aller, c'est, je pense, grâce aux agences de voyage qui proposent des excursions organisées. Alors, pourquoi se donner autant de mal pour aller à Ounyanga Kebir? Pour aller voir ça, les lacs d'Ounyanga. Une dinguerie naturelle perdue en plein désert du Sahara. Ils sont les vestiges d'un lac beaucoup plus grand, présent il y a plusieurs milliers d'années. Et au pied de Ounyanga Kebir, justement, se trouve le lac Yoa, environ 3 km² et 25 mètres de profondeur. Ah, on dirait pas en voyant les photos, mais c'est vraiment grand. Alors, maintenant, je dois vous avouer, il y a un aéroport, enfin un aérodrome, un endroit où poser un avion, mais de toute façon, qu'on se le dise, techniquement, si tu possèdes un avion ou un hélico, tu peux atteindre quasiment n'importe quoi sur Terre, et du coup, tous les lieux présents dans cette vidéo. Mais bref, par la route, il faut compter plusieurs jours de voiture, des centaines d'euros d'essence, la logistique bien prise de tête, et en parlant d'organisation de l'enfer, voici Erunepe, au Brésil. Je vous laisse 2 secondes admirer la beauté du lieu. Erunepe se situe au nord-ouest du pays, dans l'état de l'Amazonas. Mais à la différence de Ounyanga Kebir, où vous pouviez y accéder uniquement par la route, ici il y en a pas. Il y a pas de route, c'est vraiment la forêt amazonienne, donc pas de voiture, pas de bus, pas de train. C'est soit le bateau, soit l'aéroport régional de la ville. Pour le port, on va pas se mentir, on a déjà vu plus sexy, mais c'est déjà ça. Par contre, choisissez bien le moment où vous voulez y aller. Le trajet depuis Manaus dure 15 jours en période de crue et environ 1 mois quand les rivières sont à sec. Ah, ça laisse le temps pour se mettre à la méditation, pour se faire croquer les mollets par 2-3 lamantins au passage. Non, c'est sympa. Et en ce qui concerne l'aéroport régional, des vols sont disponibles à partir des villes de Manaus et Tefé, elle aussi située dans l'état de l'Amazonas. Il n'y a qu'une seule compagnie qui propose ces vols et seulement 1 à 2 fois par semaine. Bref, c'est hyper compliqué de rejoindre cet endroit, alors bon courage! Si certains d'entre vous regardent cette vidéo depuis Naples, levez la tête vers l'ouest, admirez la beauté qu'est le Vésuve. Non, objectivement, il est magnifique. Maintenant, je suis désolé pour vous, mais je dois vous parler des dangers que ce volcan représente pour la ville. Ah bah, m'en voulez pas, j'ai quand même un thème à respecter. C'est pas nouveau, le Vésuve a toujours plus ou moins inquiété les autorités de la 3e plus grande ville d'Italie, et ce, depuis des siècles. Et ça se comprend quand on voit la carte qui indique les zones impactées s'il venait à entrer en éruption. Ça concerne 25 municipalités, pas moins de 700 000 personnes. On monte à 3 millions si l'éruption est plinienne, c'est-à-dire explosive et extrêmement puissante. Les autorités de Campanie ont même calculé le temps que prendrait l'évacuation entière de la population, 72 heures, avec une marge de 12 heures. Autant vous dire que ça ne rigole pas et que tout est pris très au sérieux. Et franchement, il y a de quoi, quand on sait qu'en novembre dernier, on estimait à 80% le risque que le Vésuve entre en éruption au cours de ce siècle. 80%. Les gars, il y a 8 chances sur 10 pour qu'on assiste à ça de notre vivant. Bon, et parce qu'un volcan n'arrive jamais seul, en voici 2 de plus. Le
Mauna Loa et le Kilauea, deux des volcans les plus actifs au monde. Et je m'autorise une toute petite digression parce que eux ils sont vraiment particuliers. Ils menacent pas une ville précisément, mais une île entière. Déjà, premier fun fact, les deux volcans sont littéralement voisins. Non mais déjà ça, moi je trouve ça complètement fou. Je veux dire, je suis pas volcanologue, mais je suis persuadé que si on creuse un petit peu, à tous les coups on va découvrir que c'est un seul volcan séparé en deux. Pour vous donner une idée, l'éruption du Mauna Loa de 1984 avait émis 220 millions de mètres cubes de lave. Sa plus récente éruption date de l'année dernière et avait menacé une route. Non mais je suis d'accord, jusque là ça va, hein. Une route ça peut aller. Et puis avec un ratio d'un réveil tous les 40 ans, on peut se dire qu'on n'a pas trop de soucis à se faire s'il faut juste reconstruire une route à chaque fois. En revanche, son pote Kilauea est beaucoup plus généreux et mise plutôt sur une éruption par mois. Tout de suite ça devient plus extrême comme lieu. La dangerosité d'une ville se mesure aussi à ce que l'homme en fait. Et des villes dangereuses pour la santé, il y en a, et surtout il y en a partout. Je vais vous en présenter deux qui, selon moi et ma pure subjectivité, mériteraient un petit coup de projecteur, tant pour la découverte du lieu en lui-même que pour savoir ce qui s'y passe en ce moment. D'abord, la Oroya. Elle est considérée comme l'une des villes les plus polluées au monde. Pour vous donner un petit indice sur la raison, elle revendique le titre de capitale métallurgique d'Amérique du Sud. Ça devrait vous aiguiller. Située à 3700 mètres d'altitude, en plein cœur du Pérou, elle est un danger mortel pour les 30 000 habitants qui la peuplent, et ce à cause d'un complexe métallurgique installé dans les années 20 et qui rejette encore aujourd'hui des substances très polluantes. Tout cela a des conséquences graves, non seulement sur l'environnement, mais aussi sur la santé. Ensuite, je me dois de parler de Jakarta, la capitale de l'Indonésie, qui rencontre le même problème. Les émissions de gaz par les voitures et les centrales à charbon installées autour de la ville en font l'un des lieux les plus pollués de la planète. La quasi-totalité des cours d'eau du coin sont remplis de plastique et ne sont pas utilisables pour l'eau potable. Ce sont 30 millions de personnes qui sont touchées. C'est bien qu'une trentaine d'entre elles ont décidé de poursuivre l'État en justice. Le président, Joko Widodo, entre autres, a été jugé coupable de négligence et condamné à améliorer la qualité de l'air. Mais c'est pas le seul problème que rencontre Jakarta, qui s'enfonce inexorablement dans le sol, près de 25 cm par an. Tous ces facteurs ont entraîné, il y a quelques années, la décision de déménager la capitale du pays. Ainsi, en 2024, Nusantara, ville en construction sur l'île d'à côté, l'île de Bornéo, devrait être la nouvelle capitale du pays. Et il me semble que c'est la première capitale dans l'histoire qui est déplacée à cause de raisons environnementales. Itokotomi, voilà, c'est le nom de ce fait. J'ai presque envie de vous parler de Itokotomi sans jamais vous dire ce que c'est précisément. Mais bon, vous avez quand même une petite idée avec le titre de la vidéo. Itokotomi, on n'a pas l'impression que ça se prononce comme ça vu l'écriture, mais bon, certes, ça veut dire grande maison en groenlandais. Et si je vous en parle, c'est que c'est hyper paumé, même pour des Groenlandais. Quelques fois par an, en été, il y a un bateau qui s'y rend. Prochain créneau, samedi 28 mai, faut pas être pressé. Mais heureusement, il y a un autre moyen. Comme on l'a dit, techniquement, on peut aller partout par les airs, c'est vrai, mais Itokotomi est peut-être la seule petite exception, parce que vraiment, même comme ça, c'est la galère. Vous allez comprendre, à 40 km au nord-ouest, il y a un tout petit aéroport, et sur ce site officiel, j'ai trouvé que tous les jours, il y a des allers-retours par hélico entre cette piste et le village. Génial, non? Attendez la suite. Sur ce site, je suis aussi tombé sur cette carte qui montre bien qu'au Groenland, vraiment personne ne vit sur la côte est. C'est le seul aérodrome du coin. Mais du coup, on doit se demander comment arriver de base sur cette piste. Alors, j'ai fouillé tous les sites en groenlandais que même Google Traduction n'arrive pas à traduire. Et la seule solution que j'ai trouvée, c'est l'Islande. La seule façon de rejoindre la capitale de ton pays, c'est de passer par un autre pays. Imagine tu habites à Nuuk, la capitale du Groenland, et tu veux passer le week-end chez ton cousin à Itokotomi. Eh bien, accroche-toi. Il faut que tu prennes un vol vers l'Islande, genre le 12 avril, là par exemple. Faut que tu dormes sur place. Et le lendemain, attention, tu n'as qu'une seule chance pour avoir un vol vers Nerlerit Inat. Et de là, faut encore te prendre 45 minutes d'hélicoptère. Ouais, vraiment, peut-être passer une semaine en vrai. Un week-end, c'est pas forcément rentable. Et tout ça pourquoi? Pour vivre là, sur ce bout de terre en forme de cookie mal moulé. Alors, je me moque un petit peu, comme d'habitude, mais ça a quand même l'air très stylé comme endroit. Parce que déjà, il y a un stade. Bon, il ressemblait à ça en 2015, mais il a vraisemblablement upgradé en 2023. Si je fais mes calculs, un stade pour 355 habitants, ça fait un peu plus d'une vingtaine d'équipes. J'ai compté 5 joueurs remplaçants par équipe pour être large. En arrondissant, 4 équipes par poule, 5 poules, 3 œufs par poule et 2 coques. Non, attendez, je me suis perdu. De toute façon, c'est pas le sujet. Bon, quand vous arrivez par bateau, Itokotomi, ça ressemble à ça. C'est un petit peu rocailleux. Vous pouvez y trouver une aire de jeu pour enfants, un
Spillesúsok, c'est le Super U groenlandais. Et dans le petit hameau, à 7 km au sud, Uunartek, il y a même une école élémentaire sous la flotte. C'est pas pratique ça. Bref, vous l'avez compris, se rendre à Itokotomi, c'est compliqué, mais je pense vous avoir trouvé un endroit encore plus difficile à atteindre, l'île d'Amsterdam. Ok, il n'y a pas de vrais habitants, c'est que des scientifiques sur place, mais pour y aller, il n'y a pas de carte joker, hélico, Islande, machin. Non, non, pour se rendre sur cette île située dans l'océan Indien, un seul bateau est autorisé à débarquer près de Martin de Viviès, seulement 4 fois par an pour ravitailler la vingtaine de personnes qui s'y trouvent. Et c'est même pas un voyage direct, hein. Le bateau part de la Réunion, passe par les îles Crozet, par Kerguelen, parfois par l'île Saint-Paul, et enfin arrive à l'île d'Amsterdam. Ce qui fait que pour s'y rendre, il faut compter plusieurs semaines, dont le nombre varie selon la météo et les imprévus. Et si vous n'êtes pas scientifique, les places sont chères dans tous les sens du terme. Déjà, il y a que entre 8 et 12 personnes seulement qui peuvent venir en touriste, et encore, c'est quand il y a de la place sur le bateau. Comptez jusqu'à plus de 17 000 € par personne si vous voulez une cabine seule. Après, ça change des Seychelles, hein, comme lune de miel. Moi, je propose. Hein. À défaut de vous avoir présenté des lieux dans lesquels vous rêvez de vous rendre, j'espère au moins vous avoir fait découvrir des endroits dingues et extrêmes. Et encore une fois, hein, je me permets, si vous aimez ce genre de lieux extrêmes sur Terre, je vous rappelle le rendez-vous Destination Aventure tous les lundis à 21 h sur la chaîne National Geographic que vraiment vous ne voulez pas louper. Merci encore 1000 fois à eux de sponsoriser cette vidéo, c'est un honneur pour moi qui bouffe leur contenu depuis tellement de temps. Vous retrouverez en description tous les liens importants. Nous on se retrouve dès dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, à très vite. Salut Internet.